30 ans d'immobilisme semblent heurter 3 années d'avance fulgurantes comme 2 chiffres impossibles à concilier. Le contraste déroute d'autant plus qu'il vient d'un pays parmi les plus pauvres du monde, tandis que des États mieux dotés s'enlisent malgré ressources et conseils extérieurs. Que signifie pour vous un tel basculement quand il est porté par Ibrahim Traoré et quand les signaux décrits laissent entrevoir un modèle inédit plutôt qu'une simple parenthèse politique? Si la cohérence observée tient, elle peut reprogrammer durablement l'agriculture, l'eau, l'énergie et la finance d'un même geste. Ce récit ne promet pas une success story instantanée, mais une lecture rigoureuse des enjeux réels qui accompagnent une accélération aussi rapide. Et l'intérêt pour le lecteur tient en un point clair: comprendre comment une cohérence opérationnelle peut produire des effets visibles, mesurables et reproductibles dans un contexte de fortes contraintes. L'enjeu est élevé, car chaque avancée crée en parallèle une vulnérabilité nouvelle. Si un seul maillon faiblit, nourrir, éclairer, soigner, loger ou financer, l'ensemble de la dynamique peut se déséquilibrer. C'est précisément ce risque qui rend l'analyse nécessaire plutôt que l'enthousiasme aveugle. Derrière les chiffres et les infrastructures, une question centrale s'impose. Comment maintenir la cadence sans provoquer de saturation institutionnelle ni d'attentes irréalistes? L'expérience portée par Ibrahim Traoré engage une responsabilité particulière, car elle s'expose en permanence à l'épreuve du quotidien. Le moindre décalage entre promesses et usages peut fragiliser la confiance nouvellement acquise. Comprendre ces équilibres, c'est se donner les moyens de juger si la trajectoire observée relève d'un tournant durable ou d'une fenêtre fragile. En 3 années seulement, 10 projets nationaux ont émergé comme une architecture cohérente plutôt qu'un empilement d'initiatives dispersées. Ce chiffre, modeste en apparence, marque une rupture nette. Il signale un passage d'action isolée à une chaîne d'interdépendance rendue lisible par des bilans publics réguliers. La question suspendue depuis l'ouverture trouve ici un premier élément de réponse. Le basculement observé ne provient pas d'un choc unique, mais d'un agencement volontaire des leviers essentiels. Pour comprendre ce glissement, il faut revenir au point de départ. Le pays évoluait dans un système fragmenté où chaque secteur fonctionnait en vase clos. L'agriculture dépendait d'importations coûteuses, l'énergie restait intermittente, les infrastructures de santé reposaient sur des appuis extérieurs, le logement demeurait précaire et les circuits de financiers orientaient l'épargne hors du territoire. Cette discontinuité expliquait pourquoi la moindre rupture d'approvisionnement désorganisait rapidement des régions entières. La transition a choisi une logique inverse: relier plutôt que corriger séparément. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les priorités ont été concentrées sur 5 besoins vitaux: nourrir, éclairer, soigner, loger et financer, avec une exigence simple. Chaque chantier devait renforcer le suivant. La transformation des récoltes locales appelle la route. La route exige l'énergie. C'est l'énergie soutient l'hôpital et l'école. L'eau stabilise l'ensemble. La finance interne irrigue la chaîne. Ce cadre explique pourquoi les premiers résultats deviennent rapidement perceptibles dans la vie quotidienne. Les villages électrifiés prolongent leurs activités, les écoles rouvrent des cours du soir et les coopératives agricoles retrouvent une prévisibilité minimale. La souveraineté ne s'exprime plus comme un discours politique, mais comme une succession d'usages cohérents. À ce stade, une chose devient claire: la rupture ne tient pas à la taille des projets, mais à leur articulation. Reste alors une interrogation décisive. Cette cohérence peut-elle se maintenir lorsque la cadence s'intensifie? Pour saisir comment une dynamique abstraite devient tangible, il faut suivre ceux qui en vivent les premiers effets. Les infrastructures ne parlent pas d'elles-mêmes, ce sont les usages qui révèlent enfin leur portée réelle. 2 trajectoires dans le local suffisent à éclairer ce basculement discret mais décisif. Mariam travaille dans une unité de transformation agricole récemment mise en service. Pendant des années, ces récoltes trouvaient difficilement preneurs et une partie finissait perdue, faute de débouchés stables. Désormais, chaque livraison s'inscrit dans un circuit lisible: produire, transformer, vendre localement. Son revenu se stabilise, son travail gagne en reconnaissance et son horizon professionnel cesse d'être dicté
par l'incertitude des importations. Ce changement n'a rien d'idéologique. Il tient à la régularité d'un outil qui fonctionne et à la prévisibilité qu'il introduit dans la vie quotidienne. Un second repère apparaît dans un village récemment électrifié. Pour un instituteur, la reprise des cours du soir marque une rupture nette avec le passé. Faute de lumière fiable, ces séances avaient disparu depuis longtemps. Quelques semaines après l'installation solaire, elles reprennent avec une constance inattendue. Les élèves arrivent plus tôt, motivés par l'idée d'apprendre sous une lumière qu'ils perçoivent comme durable. L'impact dépasse l'école. Les familles réorganisent leur temps, les ateliers prolongent leurs horaires et le village retrouve une capacité minimale de planification. À travers ces expériences, un point commun se dégage. Lorsqu'un outil devient fiable, il transforme l'usage. Lorsqu'il transforme l'usage, il modifie la confiance collective. C'est cette confiance, encore fragile mais visible, qui conditionne la suite de la trajectoire. Tout commence par un choc brutal, presque banal dans sa formulation, mais puissant dans ses effets. Des récoltes locales pourrissent chaque année, tandis que les mêmes produits reviennent sur le marché sous forme transformée, importés à prix élevé. La contradiction s'impose comme une évidence économique, mais aussi comme un signal politique. Elle concentre une frustration diffuse, accumulée sur des décennies, et crée une fenêtre d'action étroite. Ibrahim Traoré capte ce moment et le convertit en méthode plutôt qu'en slogan. La logique posée est simple, produire localement, transformer sur place, relier les infrastructures, financer en interne. La première activation visible concerne la transformation agricole. Une usine dédiée permet d'absorber des volumes autrefois perdus et d'imposer un calendrier prévisible aux coopératives. Les producteurs cessent de vendre dans l'urgence, ils planifient, des emplois directs apparaissent, tandis que des milliers d'autres se stabilisent en amont et en aval. Le marché intérieur commence à résister à la pression des importations, non par interdiction, mais par compétitivité retrouvée. La récolte, autrefois synonyme d'incertitude, devient une ressource valorisable. Le second levier s'enclenche presque mécaniquement, le transport. Une route stratégique est modernisée par sections successives. Chaque tronçon réduit les coûts logistiques, raccourcit les délais et élargit le rayon d'action des coopératives. Les produits arrivent plus frais sur les marchés urbains, sans les échanges régionaux gagnent en fluidité et la valeur cesse de s'échapper au premier obstacle. Ce corridor n'est pas un simple axe routier, il devient un stabilisateur économique reliant production et consommation. Vient ensuite l'énergie, qui joue un rôle de catalyseur. Des villages entiers accèdent à une électricité stable, modifiant immédiatement la temporalité sociale. Les hôpitaux abandonnent les solutions de fortune, les écoles rouvrent des cours du soir, et les ateliers prolongent leurs activités. La nuit change de fonction, elle devient productive, éducative et plus sûre. Ce basculement temporel accélère les effets des chantiers précédents et prépare les suivants. L'eau constitue le quatrième maillon. Un barrage assure une réserve suffisante pour lisser les aléas climatiques. L'irrigation gagne en régularité, la santé publique en continuité et l'agriculture vivrière en prévisibilité. Cette stabilité hydrique agit comme un amortisseur silencieux, soutenant l'ensemble de la chaîne sans attirer l'attention immédiate. Enfin, la finance vient relier tous les éléments. Des agences se déploient sur le territoire, des microcrédits circulent et l'épargne nationale revient progressivement dans le pays. Les coopératives investissent, les petites entreprises rurales se structurent et la fuite des capitaux recule. La finance cesse d'être un flux orienté vers l'extérieur. Elle devient un moteur interne. Lorsque ces maillons s'alignent, le système change d'échelle. Produire appelle transformer, transformer appelle transporter, transporter appelle éclairer, éclairer appelle soigner et financer relie le tout. À ce point de bascule, la souveraineté cesse d'être déclarative. Elle devient opératoire, mesurable et répétable, ouvrant une phase où l'impulsion initiale peut commencer à se relayer d'elle-même. Avant le basculement récent, l'accès à l'électricité restait marginal et discontinu dans de vastes portions du territoire. Moins d'une localité sur 6 bénéficiait d'un service permanent, maintenant écoles, ateliers et dispensaires dans une dépendance improvisée. En 3 ans, ce taux franchit un seuil inédit
et approche désormais la moitié des localités connectées. Le delta est significatif, non seulement par son ampleur, mais par ses effets d'usage. Les heures d'études s'allongent, les ateliers fonctionnent en soirée et les structures de santé abandonnent les solutions de fortune. L'énergie cesse d'être un facteur limitant. Elle devient un socle de stabilisation pour d'autres secteurs. Un second indicateur concerne l'eau, ressource critique dans un environnement sahélien exposé à de fortes variations climatiques. Avant la mise en service des nouvelles capacités de stockage, l'irrigation dépendait presque exclusivement de pluies irrégulières, rendant les rendements imprévisibles. Avec une réserve dépassant 40 millions de mètres cubes, la situation change de nature. La distribution devient plus régulière pour des centaines de milliers de personnes et l'agriculture vivrière gagne une marge de sécurité essentielle. Le delta hydrique ne se traduit pas seulement en volume, il se manifeste par une continuité sanitaire accrue et par une réduction des pertes agricoles en saison sèche. Le troisième indicateur touche à la finance. Longtemps perçu comme un domaine abstrait, mais déterminant pour l'autonomie interne. Avant 2022, la majorité de l'épargne nationale était logée hors du pays, échappant au circuit productif local. La création d'un réseau bancaire territorial inverse progressivement cette tendance. Des dizaines d'agences ouvrent, des milliers de microcrédits circulent, et une part croissante des dépôts reste désormais sur le territoire. Le delta financier est double. Il réduit la fuite des capitaux et il alimente directement les coopératives, les ateliers et les petites entreprises rurales. Pris séparément, ces chiffres pourraient sembler techniques. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente, l'électricité élargit les heures actives, l'eau sécurise les rendements et la finance internalisée irrigue les initiatives locales. Chaque progression renforce la suivante, créant une chaîne capable d'absorber des chocs extérieurs sans rupture immédiate. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la publication régulière de ces bilans joue un rôle clé. Elle rend la dynamique lisible et permet des ajustements rapides lorsque des déséquilibres apparaissent. Le point décisif réside dans l'interprétation de ces deltas. Il ne signale pas une performance isolée, mais un changement de régime. La continuité remplace l'urgence, la prévisibilité remplace l'improvisation et la correction remplace la dépendance. Tant que ces indicateurs restent alignés, la dynamique peut se maintenir sans recourir systématiquement à des appuis extérieurs. La question suivante devient alors inévitable. Comment cette trajectoire résiste-t-elle aux objections majeures qui lui sont adressées ? Deux objections structurantes reviennent systématiquement lorsqu'on évalue la trajectoire engagée. La première affirme qu'un pays enclavé, longtemps dépendant des importations et de l'aide extérieure, ne peut réduire durablement son exposition aux réseaux financiers et logistiques mondiaux. Selon cette lecture, l'autonomie affaiblirait la croissance à court terme, car elle priverait l'économie de ressources considérées comme indispensables pendant des décennies. Le raisonnement paraît cohérent. Comment compenser rapidement des flux extérieurs qui ont servi de colonne vertébrale à la stabilité économique ? La seconde objection pointe un risque interne. Elle soutient qu'une transformation trop rapide pourrait dépasser les capacités administratives et techniques locales. L'accumulation simultanée de projets énergétiques, hydriques, agricoles et financiers créerait alors des tensions, accentuerait les écarts territoriaux et fragiliserait la cohésion sociale. Dans ce scénario, la cadence elle-même deviendrait un facteur de déséquilibre, produisant surcharge et fragmentation plutôt que consolidation. Ces deux thèses vont être prises au sérieux car elles reposent sur des expériences observées ailleurs. Pourtant, confrontées aux données disponibles, elles se fissurent de manière mesurable. La réduction marquée de l'aide extérieure n'a pas provoqué de contraction immédiate. Au contraire, la stabilisation de la production locale et la capacité de transformation interne ont soutenu les recettes agricoles. Les importations perdent progressivement leur rôle structurant, au profit d'un cycle plus prévisible, absorbé par l'économie domestique. L'autonomie n'a pas créé un vide, elle a réorganisé les flux. Quant au risque de saturation interne, les bilans montrent une dynamique inverse. Les routes fluidifient les échanges entre zones rurales et urbaines, l'accès à l'eau stabilise les foyers et l'énergie prolonge les services essentiels.
Ces effets ne traduisent pas une rupture territoriale, mais une réduction progressive des vulnérabilités. La clé réside dans l'articulation. Les projets ne s'additionnent pas, ils se soutiennent. Ainsi, la réponse aux objections ne tient pas dans un discours défensif, mais dans l'observation des usages. Tant que la cohérence opérationnelle l'emporte sur l'empilement, les risques identifiés restent contenus sans disparaître totalement. Ce point marque un basculement subtil mais décisif. Ce qui relevait initialement d'une impulsion politique commence à fonctionner comme un réflexe institutionnel. Les équipes formées sur les premiers chantiers assurent la maintenance, corrigent les blocages et étendent les réseaux sans attendre d'instructions constantes. Les projets cessent d'être perçus comme exceptionnels, ils deviennent routiniers. Cette transition du pilotage vers l'auto-entretien constitue le véritable midpoint du modèle. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré évolue. Il n'agit plus comme l'initiateur d'un système fragile, mais comme l'arbitre d'un ensemble qui a trouvé son rythme. Dans les villages électrifiés, les cours du soir réapparaissent sans directive formelle. Les coopératives agricoles utilisent le microcrédit comme un outil ordinaire, non comme une mesure d'urgence. Les techniciens locaux prennent des décisions correctives en fonction des usages réels, renforçant la continuité des services. Ce changement d'échelle révèle une transformation plus profonde. La souveraineté cesse d'être un objectif politique abstrait. Elle devient une habitude opérationnelle. Les gestes se répètent, les ajustements se normalisent et la cohérence s'ancre dans le quotidien. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le système fonctionne, mais jusqu'où cette autonomie fonctionnelle peut s'étendre sans perdre son équilibre. À partir du midpoint, les effets du modèle deviennent lisibles dans des sphères distinctes, chacune révélant une facette de la cohérence désormais à l'œuvre. Cette répartition permet de mesurer jusqu'où la dynamique engagée peut s'étendre sans se diluer, notamment sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, dont l'approche vise à transformer chaque infrastructure en usage répété plutôt qu'en symbole isolé. Pour les ménages, la première transformation concerne le temps. Dans les villages électrifiés, les familles ne vivent plus strictement au rythme solaire. Les enfants étudient le soir sous une lumière stable, améliorant leur régularité scolaire. Les activités artisanales se prolongent, diversifiant des revenus modestes mais constants. La baisse de l'usage de solutions improvisées réduit certaines dépenses et des risques sanitaires. Surtout, la prévisibilité retrouvée permet de planifier le lendemain, ce qui constitue un gain invisible mais décisif dans des environnements longtemps soumis à l'incertitude. À l'échelle nationale, c'est quand les effets se manifestent par une continuité accrue des services essentiels. Les axes routiers modernisés fluidifient la circulation des biens transformés, réduisant les délais critiques pour les marchés urbains, les hôpitaux bénéficiant d'un éclairage fiable, rétablissant des soins continus. Les écoles fonctionnent à double horaire grâce à l'énergie renouvelée, renforçant la présence scolaire. La finance territorialisée maintient les capitaux sur le territoire, offrant une marge d'action administrative, sans dépendance immédiate à des appuis extérieurs. La continuité, rare auparavant, devient un attribut institutionnel observable. Dans la sphère productive, la chaîne produire, transformer, financer stabilise les filières agricoles. Les unités de transformation achètent localement, empêchant l'effondrement des prix en période de surplus. Les coopératives utilisent les microcrédits pour structurer leurs flux et investir dans du matériel. L'eau sécurisée réduit les pertes en saison sèche et améliore la régularité des rendements. À ce niveau, la souveraineté cesse d'être abstraite. Elle se traduit par un contrat clair entre effort local et valeur conservée. Enfin, au niveau régional, les pays voisins observent cette mutation avec une attention croissante. Des délégations étudient la logique intégrée. Énergie, eau, transformation, finance, comme un modèle adaptable. Les échanges horizontaux se renforcent, réduisant la dépendance à des circuits extérieurs uniques. Ce repositionnement crée un effet d'entraînement diplomatique où la discipline opérationnelle et la publication des bilans deviennent des références. Ces quatre sphères dessinent une même ligne directrice. Lorsque la valeur produite reste dans le pays, elle renforce chaque couche du territoire, du foyer à la région, et accélère la transformation sans proclamation excessive.
Les mois à venir ne se prêtent pas à une prédiction stricte. Ils exigent plutôt un cadre d'analyse capable de lire les réactions possibles du système face à des pressions variables. 3 trajectoires se dégagent, non comme des certitudes, mais comme des configurations conditionnelles fondées sur les données observées et sur la cohérence déjà installée. Dans une première trajectoire, celle d'une consolidation maîtrisée, les projets existants poursuivent leur déploiement sans rupture majeure. Dans cette trajectoire, les projets existants poursuivent leur déploiement sans rupture majeure. C'est l'énergie soutient les ateliers et les écoles à double horaire, l'eau maintient une marge hydrique suffisante et la finance territoriale continue d'alimenter les coopératives. La croissance reste modérée mais stable, portée par la production locale et par une discipline administrative régulière. Ce scénario repose sur une inertie positive. Le système avance parce que ses maillons restent connectés et que les corrections s'effectuent au fil des bilans. Dans une deuxième trajectoire, plus favorable, celle d'une extension régionale graduelle, les coopérations avec les pays voisins s'intensifient. Ici, les coopérations avec les pays voisins s'intensifient. Les échanges agricoles transformés gagnent en fluidité, les corridors commerciaux s'élargissent et les initiatives inspirées du modèle intégré se multiplient. C'est l'investissement local augmente, nourri par une finance interne plus dense. Dans ce cadre, certaines zones rurales voient leur vulnérabilité reculer grâce à une activité productive plus prévisible. La dynamique ne change pas d'échelle par rupture, mais par diffusion progressive. Dans une troisième trajectoire sous pression, celle d'une résilience sous contrainte, les marchés se resserrent, l'inflation progresse et les marges budgétaires se réduisent. Dans cette configuration, les marchés se resserrent, l'inflation progresse et les marges budgétaires se réduisent. La croissance ralentit sensiblement, mais les infrastructures amortissent une partie du choc. Les écoles restent ouvertes, les dispensaires maintiennent leurs services et les filières productives protègent l'essentiel de leurs activités. L'énergie, ainsi l'eau et la finance internalisée limitent les ruptures de continuité, évitant un effondrement brutal. Ces scénarios partagent une même clé de lecture. Ce n'est pas l'ampleur des chocs qui détermine l'issue, mais la capacité du système à préserver la cohérence entre ses maillons. Comprendre ces trajectoires, c'est apprendre à juger ce qui peut être maintenu, ajusté ou corrigé, plutôt que d'anticiper un avenir figé. Au-delà des infrastructures et des bilans, la transformation engagée se mesure surtout dans la manière dont les individus réévaluent leur place au sein du pays. 3 cercles d'expérience permettent d'en saisir la profondeur. Les personnes, les communautés locales et la diaspora. Chacun réagit selon ses contraintes propres, mais tous participent à une recomposition du lien entre effort, résultat et stabilité collective. Au niveau individuel, un phénomène revient fréquemment dans les témoignages, le retour de l'efficacité perçue. Enseignants, techniciens et agriculteurs constatent que leurs actions produisent désormais un effet visible. Une classe éclairée, un atelier fonctionnel ou une récolte transformée localement deviennent des preuves concrètes que l'effort ne se dissout plus dans un système fragmenté. Cette correspondance directe entre action et résultat renforce l'estime de soi et modifie la relation au travail quotidien. Pour les communautés, la stabilité relative des services essentiels permet une réorganisation des priorités. Avec une énergie plus fiable, une eau mieux maîtrisée et une finance accessible, les villages retrouvent une capacité minimale de planification. Les projets collectifs gagnent en régularité. L'entretien des équipements s'améliore et la coopération locale s'intensifie. La souveraineté cesse alors d'être un discours national abstrait, elle devient un cadre opérationnel partagé. Du côté de la diaspora, un changement de posture s'observe également. Sans retour massif, les soutiens prennent une forme plus structurée. Envoi de matériel, financement de micro-projets, appui aux coopératives familiales. Cette implication traduit un regain de confiance envers un pays perçu comme plus cohérent et plus capable de préserver ses acquis. Dans ces 3 cercles, une même logique apparaît. Lorsque les résultats deviennent visibles, le lien entre citoyens et institutions se resserre, condition essentielle de toute transformation durable. La dynamique observée ne repose pas sur une promesse abstraite. Elle suit une séquence opérationnelle précise,
conçue pour éviter la dispersion des efforts. Cette feuille de route s'articule en étapes simples mais exigeantes qui conditionnent la capacité du système à durer dans le temps, comme le souligne régulièrement Ibrahim Traoré dans ses arbitrages publics. D'abord, identifier des besoins vitaux clairement délimités. Les priorités sont volontairement restreintes, chaque chantier doit répondre à un besoin essentiel: énergie, eau, santé, éducation ou finances, avec un objectif mesurable et un délai explicite. L'erreur principale serait l'accumulation de projets sans hiérarchie, car un système encore fragile se déséquilibre lorsqu'on lui demande trop simultanément. Ensuite, former et autonomiser localement. Techniciens, chambres opérateurs et responsables de terrain sont formés sur place afin de réduire la dépendance extérieure. Un projet est considéré comme stabilisé lorsqu'il peut fonctionner plusieurs mois sans assistance externe. Cette autonomie opérationnelle garantit la continuité en période de tension. Puis, relier les chantiers entre eux. La lumière soutient la production, l'eau consolide la santé, la finance irrigue les coopératives. Un projet isolé stagne, une chaîne intégrée multiplie ses effets. L'indicateur clé reste l'usage observable dans les villages et les services. Après cela, mesurer et corriger en continu. Les bilans publics servent de tableau de bord. Ils révèlent les blocages, orientent les ajustements et maintiennent la confiance collective. La correction régulière prime sur l'annonce. Enfin, étendre par l'exemple. Le modèle n'est pas imposé, il est montré. Les partenaires observent, testent et adaptent. Le critère de réussite réside dans la reproductibilité, non dans la proclamation. Le soir, lorsque Mariam quitte son lieu de travail, la transformation ne se lit pas dans des statistiques, mais dans des détails ordinaires. Les machines se taisent, les lampes s'allument et les rues du village prennent une autre cadence. Les enfants lisent sous une lumière stable, les familles prolongent les échanges et le temps semble moins contraint, moins fragile. Rien n'a changé brutalement. Tout s'est déplacé par petites touches répétées. Ces gestes discrets racontent pourtant l'essentiel. Une récolte autrefois perdue trouve sa place. Une classe rouvre, un atelier tient jusqu'à la nuit. Chacun de ces usages compose un langage commun, celui d'un pays qui avance par cohérence plutôt que par attente. C'est dans cette continuité que la méthode portée par Ibrahim Traoré prend son sens. Aligner les infrastructures jusqu'à ce qu'elles deviennent un fonctionnement naturel, presque invisible. Le motif de départ revient alors comme une preuve tangible. La dignité ne naît pas d'un discours, mais du moment où l'effort rencontre enfin un système qui répond. Lorsque cette rencontre se répète, elle modifie durablement la trajectoire collective. Et parfois, ce sont précisément ces détails ordinaires, accumulés jour après jour, qui produisent les bascules les plus profondes. À la fin de ce parcours, rien n'impose une conclusion définitive. Ce qui se dessine ici n'est ni un modèle figé, ni une leçon universelle, mais une invitation à observer autrement ce que produit la cohérence lorsqu'elle devient une pratique quotidienne. Les routes, les écoles, les ateliers et les institutions cessent d'être de simples infrastructures. Ils deviennent des espaces où l'action individuelle peut s'inscrire dans une continuité collective. Cette dynamique ne repose ni sur l'euphorie ni sur la résignation. Elle avance par ajustements successifs, par usage répété et par une confiance reconstruite dans la capacité d'un pays à maintenir ses propres acquis. Là où les promesses s'épuisent souvent, l'usage persiste. Là où les discours se heurtent aux contraintes, la pratique trace un chemin plus discret mais plus durable. Si ce récit résonne, c'est peut-être parce qu'il pose une question qui dépasse un contexte précis. Ainsi, comment une société peut-elle se redresser sans attendre un miracle extérieur, mais en alignant patiemment ses gestes et ses priorités ? La réponse n'est pas fermée. Elle commence souvent par le regard que chacun porte sur ce qui est en train de se construire.